Je me tenais dans le salon de ma tante, les mains encore serrées autour du cadeau de mariage soigneusement emballé que j'avais mis des semaines à préparer. Mon cœur était léger, rempli d'anticipation. J'ai hâte à la cérémonie de demain, dis-je, un large sourire aux lèvres. Mais tante Ruth ne me rendit pas mon sourire. Son expression changea presque imperceptiblement. Mais je l'ai vu. Ses yeux vacillèrent entre la tristesse et la culpabilité. Elle inspira lentement avant de demander. « Mélanie, veux-tu du café ?» Bien sûr, répondis-je, tentant de dissiper la tension étrange qui emplissait l'air. Alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine, mon regard tomba sur l'album photo resté ouvert sur la table basse. Je me penchai, tournant la page par curiosité, et tout mon monde bascula. Là, figés sur du papier glacé, s'étalaient des clichés de ma famille, mon frère Ethan, sa mariée Chelsea, mes parents, mes tantes, mes oncles, même des cousins éloignés que je n'avais pas vus depuis des années. Tout souriait dans un magnifique jardin, entouré de fleurs et de guirlandes lumineuses. Tante Ruth revint avec 2 tasses, mais s'arrêta net en me voyant regarder l'album. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je d'une voix crispée. « C'est une répétition. » Elle posa les tasses et s'assit à côté de moi. « Le mariage, dit-elle doucement. C'était le week-end dernier. » Ma respiration se bloqua. Mais l'invitation disait demain, murmurai-je. Je sais, répondit-elle, les larmes aux yeux. Ils t'ont donné la mauvaise date exprès. Un silence épais envahit la pièce, comme de la fumée. Je suis tellement désolée, Mélanie. J'ai dit à Ethan que c'était cruel. Je l'ai dit à tes parents. J'ai failli ne pas y aller. Je refermai l'album. J'entendais à peine mes propres pensées, couvertes par les battements frénétiques de mon cœur. Il ne m'avait pas oublié. Il m'avait exclu volontairement. Et d'un seul souffle, le cadeau que j'avais apporté, la robe que j'avais achetée, l'espoir que j'avais soigneusement entretenu durant des semaines tout vole en éclats. Ce n'était pas un malentendu. C'était une guerre. Je m'appelle Mélanie Carter, et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été invisible aux yeux de ceux qui étaient censés m'aimer en premier. En grandissant dans une banlieue tranquille près de Milwaukee, j'étais l'enfant du milieu, sans rien de spécial à offrir. Ni le fils doré comme Ethan. Ni la petite dernière comme Lily. Juste Mélanie, la discrète, l'aidante, la paire de mains supplémentaires qu'on n'avait jamais demandé mais toujours attendue. Mes souvenirs d'enfance sont remplis de dîners familiaux où je dressais la table sans qu'on me demande jamais comment se passait l'école. De Noël où chacun recevait un pull assorti, sauf le mien, d'une teinte différente, voire absent. D'anniversaires oubliés. Une fois, pour mes 16 ans, j'attendis toute la soirée un dîner qui ne vint jamais. Ma mère m'envoya un texto le lendemain matin, joyeux anniversaire en retard. J'espère que tu vas bien. Je me répétais que ce n'était pas personnel, qu'il était occupé, qu'il voulait bien faire. J'ai gardé cette illusion bien trop longtemps. À 19 ans, je quittais la maison pour construire ma propre vie. Je commençais dans le graphisme avant de passer au marketing digital. Je trouvais ma voie auprès de petites entreprises et d'agences immobilières. Avec le temps, je devins financièrement stable plus que stable, en vérité. J'investis intelligemment, lancai une société de gestion immobilière et finis par devenir la force discrète derrière plusieurs affaires locales. Mais jamais, personne dans ma famille ne m'a demandé ce que je faisais. Pour eux, je bidouillais sur des ordinateurs. Je n'ai jamais ressenti le besoin de me vanter. Je pensais que si je restais utile, douce, ils finiraient par me voir. Qu'un jour, peut-être, on m'inviterait à rentrer pour Thanksgiving. Que ma mère m'appellerait sans demander un service. Qu'Ethan m'introduirait fièrement comme sa sœur. Ce jour n'est jamais venu. Seule tante Ruth m'a toujours vue. Elle appelait le week-end. Elle se souvenait de mon anniversaire. Elle s'intéressait à mes projets. Elle me disait qu'elle était fière de la façon dont je me tenais debout seule. Elle était la seule à me demander
Tu ne te sens pas seule. Je riais toujours. Non. Mais la vérité, c'est que si. Surtout quand la seule famille que j'avais faisait semblant que je n'existais pas. L'invitation arriva un jeudi. Je triais mon courrier sur tous des offres de cartes de crédit et des catalogues quand je remarquai une enveloppe épaisse bordée de dorures. Mon cœur fit un bond. Elle m'était adressée, mon nom écrit d'une élégante écriture que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur, une invitation formelle de mariage. Vous êtes cordialement invité au mariage d'Ethan Carter et Chelsea Monroe. La cérémonie était indiquée pour le 24 juin, suivie d'une réception au Lakeside Orchid Estate. Tenue de soirée exigée, répondez s'il vous plaît. Pendant quelques secondes, je restai figé dans le couloir de mon appartement. Je relus la carte 2 fois, m'assurant qu'il n'y avait pas d'erreur. Mais non, il y avait bien mon nom, mon adresse. Mon frère m'avait invité. Après des années à être laissé de côté, à n'être qu'une ombre, une pensée secondaire, une surinvisible, j'eus l'impression que de la lumière filtrait enfin par une porte que je croyais scellée à jamais. Je pleurais, non de tristesse, mais parce que pour la première fois depuis des années, je me sentais vue. Je passai les semaines suivantes à me préparer. Je choisis une robe bleu marine aux manches délicatement brodées. Je commandai un service de carafe personnalisé, avec les initiales d'Ethan et de Chelsea gravées en or. Je réservai un rendez-vous pour faire coiffer mes cheveux, mes ongles. Chaque détail comptait, car je croyais que cette invitation n'était pas une simple formalité. Je croyais que c'était une branche d'olivier, un signe que peut-être, les choses changeaient, que je n'étais plus l'étrangère, que quelqu'un, dans ma famille, avait lu une liste de noms et pensé, oui, Mélanie a sa place ici. Et pendant un instant, cet espoir m'a réchauffé. Jusqu'au moment où je compris que tout n'avait été qu'un mensonge. Les mains de tante Ruth tremblaient quand elle posa le plateau de café. Je restai figé, les yeux fixés sur l'album de mariage, comme si les photos allaient se réarranger si je clignais assez longtemps. Ma gorge était sèche, mais je parvins à articuler. Tu as dit que le mariage avait eu lieu le week-end dernier. Elle hocha la tête, les yeux embués. J'ai essayé de te le dire, Mélanie. Vraiment? Mais je n'ai pas trouvé les mots. J'avais honte. Je baissai de nouveau les yeux vers les photos. Page après page, des visages souriants. Ethan dans un smoking bleu nuit impeccable. Chelsea dans une robe de dentelle étincelante sous les guirlandes lumineuses. Nos parents rayonnant à leur côté. Les toasts au champagne, les danses, les photos de groupe. Et pas une seule trace laissant penser que quelqu'un n'avait remarqué mon absence. Mais j'ai reçu une invitation, murmurai-je. Elle disait demain. Tante Ruth expira avec difficulté. Ta mère et Ethan l'ont planifié ainsi. Ils ne voulaient pas que tu viennes, mais ils ne voulaient pas non plus gérer une confrontation. Alors, ils t'ont donné une fausse date. Ils se sont dit qu'au moment où tu réaliserais, il serait trop tard. Mon pouls résonnait dans mes oreilles. Je me sentais idiote. J'avais passé des semaines à me préparer. J'avais choisi ce cadeau avec soin. J'avais imaginé pendant des heures où je serais assise, ce que je dirais, ce que cela ferait de me sentir incluse à nouveau. Rien de tout cela n'avait été réel. Je ne comprends pas, dis-je. Pourquoi aller jusque-là? Qu'ai-je fait? Tante Ruth me serra la main. Ce n'est pas toi, ma chérie. C'est eux. Ils t'ont toujours traité comme un écho gênant. Et je déteste de ne pas en avoir fait davantage. Je me levai, tout mon corps tremblant. Je dois l'entendre de leur bouche. Elle tenta de m'arrêter. Mélanie, n'y va pas seule. Ce genre de cruauté laisse des cicatrices invisibles. Je dois le faire, répondis-je. Je dois cesser de me demander. Je dois les entendre le dire. Elle acquit ça à contre-cœur. Alors promets-moi une chose. Quoi qu'il arrive, souviens-toi de ceci, tu es forte. Tu l'as toujours été. Et je serai toujours ta famille.
Je la serrai dans mes bras, des larmes coulant sur mes joues. Puis je montai dans ma voiture et roulai droit jusqu'à la maison de mes parents. Non pas parce que je voulais une réconciliation, mais parce que j'avais besoin de clarté. Et ce jour-là, je l'ai eue. Leur rire s'interrompit net lorsque j'entrai. Mes parents étaient assis dans le salon avec Ethan et Chelsea, feuilletant nonchalamment des photos de mariage. L'odeur de café et de gâteau au citron flottait encore dans l'air. Ma présence fit tomber une chape de froid. « Mélanie, dit ma mère en clignant des yeux. Que fais-tu ici ? » Je ne répondis pas immédiatement. Je fixai Ethan. Le mariage a eu lieu le week-end dernier. Un voile d'inconfort passa sur son visage. Les lèvres de Chelsea se pincèrent. Oui, dit ma mère, fuyant mon regard. C'était une petite cérémonie. Petite. L'album chez Tante Ruth montrait plus de 50 invités. J'ai reçu une invitation, dis-je, ma voix étranglée. Pour une autre date. Ethan expira brusquement. Parce qu'on n'a jamais voulu que tu viennes. Voilà. Froid, simple, brutal. Je ne voulais pas que tu gâches ce moment, continua-t-il. Tu es toujours silencieuse, toujours en retrait. Ça met les gens mal à l'aise. Je voulais une journée parfaite, et ça signifiait sans toi. Je me tournai vers mes parents. Ma mère croisa les bras. Tu as toujours été compliquée, Mélanie. Comme un fantôme en arrière-plan, présente, mais jamais vraiment partie prenante. Mon père intervint rapidement, tentant d'adoucir. Nous ne voulions pas de tension. Nous pensions que c'était plus simple ainsi. En prétendant que je n'existais pas, demandai-je. Tu perturbes la paix que nous avons construite, répliqua ma mère, sèche. Perturber la paix en voulant seulement appartenir. Ethan se leva. Cette conversation est exactement la raison pour laquelle on ne t'a pas invité. Comprends, Mélanie. Nous ne voulons pas de toi. Le temps s'arrêta. Je regardai les visages que j'avais autrefois appelés ma famille, et je n'y vis que des étrangers. Je vois, murmurai-je. Sans un mot de plus, je fis demi-tour et sortis. Dehors, j'appelai Tante Ruth. Merci, lui dis-je, la voix tremblante. Merci d'avoir été la seule à rester à mes côtés. Toujours, répondit-elle. Parce que la famille, ce n'est pas le sang. C'est l'amour. Ces mots m'accompagnèrent durant le trajet du retour. Et c'est à ce moment-là que je compris que Jean avait fini de mendier des miettes d'affection, fini de prouver que j'étais digne. Ce soir-là, quelque chose en moi changea pour toujours. Ce soir-là, je ne pleurais pas. Je restai assise dans mon appartement, les yeux fixés sur l'invitation de mariage, encore punaisée sur le frigo. Les lettres dorées, autrefois pleines de promesses, n'étaient plus qu'une cruelle moquerie. Je la décrochai avec précaution, la pliai en deux et la rangeai dans un tiroir. Puis j'ouvris mon ordinateur portable. Je ne voulais pas de vengeance. Ce n'est pas dans ma nature. Ce que je voulais, c'était de la distance, une clôture, la liberté de ce cycle sans fin de rejet. Et la vérité, c'est que Jean avait les moyens. Personne, dans ma famille, n'avait jamais demandé comment je payais mes factures, ni ce que je faisais réellement comme travail. Il supposait que je vivotais avec quelque chose de vague, lié au site internet. Il n'avait jamais su que, depuis 6 ans, je construisais un revenu solide grâce au marketing digital, spécialisé dans le référencement et l'acquisition de clients pour des agences immobilières. J'avais réinvesti ces gains dans l'immobilier, discrètement, stratégiquement. Aujourd'hui, je possédais 3 biens résidentiels dans l'Illinois et une partie d'un espace commercial en centre-ville. Et la maison familiale, le cottage, de mes parents m'appartenait légalement. Des années plus tôt, quand ils avaient pris du retard dans leur paiement, j'avais racheté la part de ma mère par une transaction privée, en la protégeant sous ma société à responsabilité limitée. Je les avais laissés y vivre, payant taxes et entretiens grâce à des subventions anonymes émises par mon entreprise. Je pensais les aider.
Je croyais qu'un jour, peut-être, ils s'en apercevraient et l'apprécieraient. Ils ne l'ont jamais fait. Alors maintenant, j'étais décidée à tourner la page. J'appelai Suzanne Wong, mon avocate, et lui expliquai tout. Ils m'ont abusé émotionnellement pendant des années, dis-je. Ils ne se rendent même pas compte que je les soutenais. Suzanne fut calme, efficace. Alors nous commencerons par une ordonnance restrictive et nous mettrons fin à toute contribution financière. Tu ne leur dois rien. Les jours suivants furent un tourbillon de documents, d'emails, de captures d'écran et de formulaires de justice. Je rassemblai des photos, des conversations, et surtout l'invitation, preuve de leur tromperie. Un mois plus tard, le tribunal m'accorda une ordonnance restrictive temporaire. Je gelai le compte qui finançait l'entretien de la maison. Je notifiai à mon gestionnaire immobilier de cesser toute aide. Et j'attendis. Le premier appel vint de ma mère. Mélanie, qu'est-ce que c'est? Nous sommes ta famille. Plus maintenant, répondis-je. Et je le pensais. Le cottage se trouvait au bord d'un lac tranquille, entouré de pins et de souvenirs anciens. Il avait appartenu à mes grands-parents. Après leur décès, il fut transmis à ma mère et à ses frères et sœurs. Puis, finalement, mes parents rachetèrent les parts. Du moins, c'est ce que la famille croyait. Ils ignoraient que, des années plus tard, lorsque mes parents ne pouvaient plus honorer l'hypothèque, j'étais intervenue, discrètement, légalement. Par ma société, j'avais acheté la propriété à ma mère, pour la protéger de la saisie. Jamais ils ne demandèrent comment le toit avait été réparé ou pourquoi les taxes foncières avaient cessé d'apparaître. Ils supposaient que des miracles arrivaient. Mais ce miracle, c'était moi. Et il était temps de cesser de jouer le fantôme. Un matin, Suzanne m'appela. Le titre est clair. Ton LLC détient l'intégralité de la propriété. Tu peux procéder à l'expulsion. Fais-le, répondis-je. Un avis formel d'expulsion fut rédigé, leur donnant 30 jours pour quitter les lieux et rendre les clés. Je demandai à un second avocat, Michael Zong, de m'accompagner avec Suzanne pour la remise du document, ainsi qu'au shérif du comté, au cas où. Nous arrivâmes par l'allée de gravier un lundi matin. Mon père ouvrit la porte. Il paraissait plus vieux que dans mon souvenir, fatigué. Sa voix se brisa quand il dit : « Mélanie, tu ne veux pas entrer. » « Non, répondis-je calmement. « Michael. » Michael avança et lui tendit l'enveloppe. « Monsieur Carter, ceci est un avis légal d'expulsion. Vous avez 30 jours pour quitter les lieux et remettre les clés. » Mon père fixa le papier. « Mais, c'est notre maison. » Elle l'était, dis-je d'une voix ferme. « Maintenant, elle est à moi. » Ma mère apparut dans l'embrasure de la porte. Son visage devint livide. « Tu nous mets dehors, après tout ce que nous avons fait pour toi. » Je la regardai droit dans les yeux. « Après tout ce que j'ai fait pour vous, sans merci, sans reconnaissance, et maintenant ça. » « Oui. Je le fais. Nous n'avons nulle part où aller, dit-elle. « Vous pouvez rester chez Ethan, répondis-je. Il a été clair que je ne faisais pas partie de la famille. Maintenant, je rends l'appareil, je ne fais pas partie de la vôtre non plus. » Mon père fit un pas en avant, les larmes aux yeux. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous sommes désolés. » « Vous aviez des années, répondis-je doucement. Vous avez choisi le silence. Vous avez choisi l'exclusion. Aujourd'hui, je choisis moi-même. » Ils avaient 30 jours. Au 31e, les serrures furent changées. Et pour la première fois depuis des années, je respirais librement. 3 mois passèrent. Le cottage au bord du lac avait été vendu. J'utilisai une partie de l'argent pour réinvestir dans un nouveau projet immobilier, et une autre partie fut discrètement donnée à une association qui aide les jeunes femmes coupées de leur famille. Je pensais que ce chapitre de ma vie était clos, jusqu'au jour où la réception de mon bureau sonna. « Bonjour Mélanie. Un couple est ici. Ils disent s'appeler Carter. »
Il demande à vous voir. Mon cœur se serra. Techniquement, il ne violait pas l'ordonnance restrictive, tant qu'il restait dans le hall public du bâtiment. J'arrive dans 5 minutes, répondis-je, bien que mon corps refusât d'avancer. Je pris l'ascenseur lentement, respirant à travers la tempête qui grondait dans ma poitrine. Quand les portes s'ouvrirent, je les vis. Mes parents, plus âgés, plus maigres, épuisés. Les épaules de mon père s'affaissaient. Ma mère paraissait rétrécie, son alliance avait disparu, et les chaussures de mon père étaient trouées. Mélanie, dit-elle d'une voix tremblante. S'il te plaît, pouvons-nous parler? Je reculai instinctivement. L'ordonnance restrictive est toujours en vigueur. Nous le savons, dit mon père. Mais nous n'avions pas d'autre moyen. Nous avons tout perdu, dit ma mère. Après l'expulsion, nous avons essayé de louer un logement, mais le loyer était trop cher. La voiture est tombée en panne. Nous vivons dans un motel, à peine. Je ne répondis pas. Je laissai le silence peser. Nous sommes allés voir Ethan, ajouta mon père. Mais les choses sont tendues. Ils n'ont pas pu, ou pas voulu aider. Ma mère leva les yeux vers moi, larmes brillantes. Nous savons que tu en as les moyens. Tu as toujours été si capable, si généreuse. Tu nous as toujours aidés, même sans qu'on te le demande. Non, dis-je d'une voix basse mais ferme. Je vous ai aidé parce que je croyais devoir gagner votre amour. Parce que je pensais que si je donnais assez, vous finiriez par me voir. Des larmes glissèrent sur sa joue. Ne peut-on pas laisser le passé derrière nous? Je tournai le regard vers les grandes vitres du hall. Dehors, les feuilles dorées d'un début d'automne tourbillonnaient dans le vent. Ce n'est pas une question de passé, dis-je. C'est une question de qui je suis maintenant, et de qui vous avez choisi de ne jamais connaître. Puis je fis demi-tour, regagnai l'ascenseur, et les laissai derrière moi. Voilà plus d'un an. J'ai acheté une petite maison près du lac. Rien d'extravagant, mais elle est à moi. Je me lève tôt, je prépare mon café, je regarde le soleil se lever sans attendre l'approbation de personne. Je parle toujours à tante Ruth, chaque dimanche. Elle est la seule qui ne m'ait jamais fait sentir étrangère dans ma propre vie. Pendant si longtemps, j'ai voulu une place à leur table. Aujourd'hui, j'ai bâti la mienne. Et la paix que j'ai trouvée, elle n'est ni bruyante ni dramatique, mais elle est réelle. Et pour la première fois, elle me suffit. Si, un jour, tu as été rendu invisible par ceux qui étaient censés t'aimer, retiens ceci. Tu n'es pas le problème. Tu n'es pas seul. Et tu mérites une vie qui t'appartienne vraiment.